Marcus Webb avait passé près de 2 ans à rêver de ce voyage. Chasseur depuis toujours, il avait tout traqué, du cerf de Virginie dans les collines de Virginie au wapiti dans les rocheuses du Colorado. Il savait que la poursuite du grizzly dans les étendues sauvages et reculées de la Colombie-Britannique représentait le défi ultime. Il ne s'agissait pas simplement d'un trophée de plus à son palmarès ou d'une nouvelle paire de bois à accrocher au mur. C'était une mise à l'épreuve de tout ce qu'il avait appris au fil de décennies passées à pister du gibier sur certains des terrains les plus exigeants d'Amérique du Nord. Le grizzly se distinguait de toutes les autres proies qu'il avait chassées. Une créature d'une puissance et d'une ruse quasi mythologique qui imposait le respect à quiconque était assez fou pour pénétrer sur son territoire. L'hydravion piqua brusquement sur la gauche, offrant à Marcus une vue panoramique sur le paysage en contrebas. D'épaisses forêts de pruches et de cèdres s'étendaient jusqu'à l'horizon, seulement interrompues par les fils d'argent des rivières serpentant dans les vallées et les cimes déchiquetées des montagnes, encore coiffées de neige malgré l'avancée de l'été. C'était la Great Bear Rainforest, l'un des derniers endroits véritablement sauvages du continent. Une région si vaste et si isolée que des vallées entières n'avaient jamais été explorées par l'homme. Quelque part en bas, parmi ces arbres centenaires et ces eaux tumultueuses, les ours qu'il était venu chasser vaquaient à leurs occupations, ignorant qu'un prédateur d'un autre monde descendait sur eux. L'avion amérit sur la surface lisse comme un miroir d'un petit lac, les flotteurs traçant 2 sillons jumeaux sur l'eau calme. Marcus rassembla son équipement et posa le pied sur le ponton usé par le temps, inspirant profondément un air si pur qu'il en était presque douloureux. L'odeur des pins et des cèdres emplit ses narines ainsi qu'autre chose, quelque chose de plus sauvage et de plus primitif qu'il ne parvenait pas à identifier. C'était le territoire de l'ours, et il le sentait jusqu'à la moelle. Son guide l'attendait au bout du ponton. Un homme trapu, aux cheveux gris acier et au visage qui semblait avoir été taillé dans le granit par des décennies d'exposition aux éléments. Daniel Kreuger lui tendit une main calleuse, sa poignée ferme et sèche malgré la fraîcheur matinale. Ses yeux, de la couleur du bois flotté, étudièrent Marcus avec l'évaluation experte d'un homme qui avait passé sa vie à lire les gens et à prédire leur comportement dans des situations dangereuses. « Prêt à traquer l'ours » demanda Daniel, bien que ce ne fût pas vraiment une question. Sa voix avait la texture rocailleuse de trop d'années passées au contact de la fumée de bois et de la nature sauvage, mais il y avait une chaleur sous cette rudesse. « J'ai attendu ça toute ma vie », répondit Marcus, et chaque mot était sincère. Ils se dirigèrent vers une petite cabane d'avitaillement en retrait de la rive, où ils passeraient la nuit avant de s'enfoncer plus profondément dans la nature. Autour d'un dîner de saumon fraîchement pêché et de pommes de terre rôties dans les braises d'un poêle à bois, Daniel étala une collection de cartes topographiques et commença à tracer leur itinéraire prévu. Son doigt suivit un chemin remontant la Kitlop River, signalant des zones où il avait observé une activité ursine importante les saisons précédentes. « Nous prendrons mon bateau jusqu'à la limite de navigabilité », expliqua Daniel en tapant sur un point de la carte où la rivière se rétrécissait considérablement. De là, nous passerons à une embarcation plus petite qui peut gérer les eaux moins profondes. J'ai repéré un endroit pour le camp de base. Bonne visibilité, accès à l'eau et plein d'indices montrant que les gros mâles ont circulé dans le coin. Marcus se pencha en avant, étudiant les courbes de niveau qui indiquaient le terrain escarpé entourant leur destination. Cela allait être bien plus exigeant physiquement que tout ce qu'il avait tenté auparavant, et il sentit une pointe d'anticipation nerveuse dans sa poitrine. Le défi faisait partie de l'attrait, mais il ne se faisait aucune illusion sur le danger auquel il serait confronté. « Il faut que je sois franc avec vous sur un point », dit Daniel en posant sa tasse de café et en fixant Marcus d'un regard sérieux. « Ce que nous allons faire là-bas ne ressemble à aucune autre chasse que vous ayez connue. Ces grizzlies ne sont pas seulement gros, ils sont intelligents. Ils ont survécu dans cette nature sauvage depuis des milliers d'années.
Et ils ont appris toutes les astuces pour éviter les prédateurs et éliminer les menaces. Vous ne pouvez pas vous permettre de baisser votre garde, ne serait-ce qu'une seconde. Marcus hocha la tête, appréciant l'avertissement même s'il avait déjà entendu des mises en garde similaires. Chaque guide avec qui il avait travaillé avait insisté sur les dangers uniques de leur proie particulière. Et bien qu'il respectât l'expérience de Daniel, il avait aussi confiance en ses propres capacités. Il s'était déjà retrouvé dans des situations délicates et avait toujours réussi à s'en sortir indemne. « C'est pour ça que je voulais travailler avec vous, » dit Marcus. « Votre réputation de mettre constamment vos clients sur les plus gros ours de la région est bien connue. Je me suis dit que si quelqu'un pouvait m'aider à abattre un grizzly trophée, ce serait vous. » Le visage buriné de Daniel se plissa en quelque chose qui aurait pu être un sourire, bien qu'il fût difficile de le dire avec toutes les rides et les ridules qui se disputaient de l'attention. « La flatterie ne vous mènera nulle part une fois en pleine nature, dit-il, mais j'apprécie le sentiment. Souvenez-vous juste que là-bas, je ne suis plus votre guide, je suis votre partenaire. On veille l'un sur l'autre, où aucun de nous ne rentre à la maison. » Leur stratégie établie et leur équipement vérifié une dernière fois, ils se couchèrent tôt, sachant que le matin marquerait le véritable début de leur aventure. Marcus resta allongé dans sa couchette, écoutant les sons inhabituels de la nature sauvage, l'appel des chouettes chassant dans l'obscurité, le bruit lointain de quelque chose de grand se déplaçant dans les bas-fonds du lac. Son esprit tournait à plein régime, ressassant chaque recherche qu'il avait faite sur le comportement des grizzlies, chaque conseil qu'il avait recueilli auprès de chasseurs expérimentés, chaque scénario catastrophe auquel il s'était préparé. Il était aussi près que possible, et pourtant, un instinct lui murmurait qu'il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait vraiment dans ces forêts sans fin. Le sommeil finit par venir, l'entraînant dans des rêves d'ours gigantesques et d'arbres centenaires, de rivières rouges, de saumons et de montagnes si hautes qu'elles semblaient gratter le ciel. Lorsque Daniel le secoua avant l'aube, Marcus émergea de la chaleur de son sac de couchage en se sentant étrangement frais et dispos, son corps vibrant d'énergie malgré l'heure matinale. Ils chargèrent l'équipement sur le bateau de Daniel alors que les premières lueurs du jour peignaient le ciel oriental de nuances de rose et d'or. L'embarcation était un solide bateau en aluminium d'environ 9 mètres de long, avec une cabine couverte et un puissant moteur hors bord qui s'éveilla en grognant sous le contact expert de Daniel. Un canot pneumatique plus petit était arrimé sur le pont, prêt à être déployé lorsque les eaux profondes céderaient la place au tronçon moins profond du cours supérieur de la rivière. Alors qu'il s'éloignait du ponton, Marcus jeta un dernier regard à la cabane du pourvoyeur, un minuscule point de civilisation qui allait bientôt disparaître complètement de sa vue. Devant eux ne s'étendait que la nature sauvage, des kilomètres et des kilomètres de forêts vierges qui étaient restées essentiellement inchangées depuis le retrait de la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans. Il était humiliant de considérer l'insignifiance de la présence humaine dans un tel paysage, et pour la première fois, Marcus commença à vraiment apprécier l'ampleur de ce qu'il tentait. Le voyage en amont de la baie était spectaculaire. Des montagnes imposantes s'élevaient de chaque côté, leurs pentes couvertes de forêts si denses qu'elles paraissaient presque noires dans la lumière du petit matin. Des cascades dévalaient de hauteurs cachées, leurs embruns captant la lumière du soleil et projetant des prismes arc-en-ciel sur les rochers en contrebas. Des aigles tournoyaient au-dessus, leurs yeux perçants scrutant les eaux à la recherche de saumons, tandis que des phoques faisaient parfois surface pour observer le bateau qui passait avec des moustaches curieuses et de grands yeux sombres. Daniel naviguait avec l'aisance de quelqu'un qui avait fait ce voyage des centaines de fois, signalant des points de repère et partageant des histoires d'expéditions précédentes au fur et à mesure de leur avancée. Il parla des ours massifs qu'il avait aidé ses clients à abattre, leur peau étant maintenant suspendue dans des salles de trophées à travers l'Amérique du Nord et l'Europe.
Il raconta des histoires de situations critiques et d'échappées belles, de moments où les ours avaient retourné la situation contre leurs chasseurs et fait fuir des hommes pour leur vie. Chaque histoire renforçait la leçon qu'il avait soulignée la veille. Ces créatures ne devaient pas être sous-estimées. La nature sauvage jouait selon ses propres règles et ne montrait aucune pitié à ceux qui oubliaient leur place dans la chaîne alimentaire. Au fil de la matinée, la baie se rétrécit, les montagnes se resserrant de chaque côté jusqu'à ce qu'ils voyagent dans ce qui ressemblait à un canyon de verdure vivante. L'eau devint moins profonde et Daniel commença à ralentir, à l'affût des rochers et des troncs submergés qui pourraient être désastreux pour leur bateau. Finalement, il les guida dans une petite anse où l'eau était calme et assez profonde pour jeter l'ancre en toute sécurité. « C'est aussi loin que le grand bateau peut nous emmener », annonça-t-il en coupant le moteur. « À partir d'ici, on passe au canot et on continue en amont par nos propres moyens. » Ils passèrent l'heure suivante à décharger leur équipement et à gonfler la plus petite embarcation, un processus que Marcus trouva étonnamment épuisant dans l'air frais de la montagne. Daniel travaillait avec une efficacité routinière, emballant les provisions dans des sacs étanches et les arrimant dans le canot avec un système complexe de sangles et de mousquetons. Quand tout fut prêt, ils s'éloignèrent du plus grand bateau et entamèrent la prochaine étape de leur voyage. La rivière était belle mais traîtresse, son courant rapide et imprévisible serpentant entre d'énormes rochers et par-dessus des écueils cachés. Daniel maniait les rames avec une habileté née d'une longue expérience, lisant l'eau devant lui et ajustant leur trajectoire pour éviter les pires dangers. Marcus se surprit à s'agripper aux côtés du canot plus d'une fois alors qu'ils traversaient des rapides qui semblaient bien trop agités pour leur petite embarcation. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans la nature, les signes d'activité ursine devenaient de plus en plus évidents. Des empreintes massives marquaient les berges boueuses où les ours étaient venus boire ou pêcher le saumon. Des arbres portaient les cicatrices de griffes puissantes, leur écorce arrachée pour exposer le bois pâle en dessous. À plusieurs endroits, ils passèrent devant des zones où la végétation avait été piétinée par des animaux de passage, les plantes écrasées commençant déjà à se flétrir en l'absence des créatures qui les avaient ogréées. « Regardez là !» dit Daniel en montrant un ensemble de traces particulièrement impressionnantes sur un banc de sable. « C'est un grand mâle, probablement dans les 400 kilos. Il est passé par ici il y a un jour ou deux, à en juger par la façon dont les traces ont gardé leur forme. On est clairement dans le bon secteur. » Marcus sentit son pouls s'accélérer à la vue de ces énormes empreintes. Chacune était facilement aussi grande qu'une assiette, les profondes marques des griffes s'étendant sur plusieurs centimètres au-delà du coussinet principal. C'était la proie qu'il était venu chercher, une créature d'une taille et d'une puissance presque inconcevable, et savoir qu'un tel animal se trouvait quelque part dans la forêt environnante rendit soudain la nature beaucoup plus intime et dangereuse. Ils continuèrent à remonter la rivière pendant plusieurs heures encore, s'arrêtant de temps en temps pour inspecter les berges à la recherche d'autres signes ou pour faire du portage autour de sections de rapides trop dangereuses à franchir. En fin d'après-midi, ils atteignirent un large méandre où le courant ralentissait et où un large banc de gravier offrait un emplacement idéal pour leur camp de base. Daniel guida le canot jusqu'à la rive et ils commencèrent à décharger leur équipement. Le campement était tout ce que Daniel avait promis. Une zone plate de terre battue offrait une base solide pour leur tente, tandis que les arbres environnants servaient de brise-vent et de camouflage contre d'éventuels regards venus de la forêt. La rivière s'enroulait autour d'eux en un arc protecteur, fournissant une barrière naturelle sur 3 côtés et garantissant que rien ne pouvait approcher sans être vu de ces directions. Pendant qu'ils s'affairaient à établir leur camp, Daniel continua de partager sa connaissance de la région et de ses habitants. Il montra les signes subtils qui indiquaient une activité ursine. Les pierres retournées où les animaux avaient cherché des insectes, les parcelles de buissons à baies qui avaient été dépouillées de leurs fruits,
les sentiers battus menant de la forêt au bord de l'eau. Chaque élément du paysage racontait une histoire si l'on savait la lire, et Marcus se surprit à absorber les informations comme une éponge. « On commencera sérieusement la chasse demain matin », dit Daniel alors qu'ils étaient assis autour d'un petit feu à dîner. « Ce soir, on se repose et on prend nos repères, mais gardez votre fusil à portée de main, même ici. On ne sait jamais quand un ours curieux pourrait décider de venir inspecter notre camp. » Marcus n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Son arme, une puissante carabine à verrou chambrée dans un calibre spécialement conçu pour le gros gibier dangereux, restait à portée de main à tout moment. Il avait passé d'innombrables heures au stand de tir pour se familiariser intimement avec son mécanisme et ses particularités, et il lui faisait entièrement confiance. Pourtant, alors que l'obscurité tombait sur le camp et que les bruits de la forêt devenaient plus forts et plus mystérieux, il ne put s'empêcher de se demander si un fusil, quel qu'il soit, serait suffisant si un grizzly déterminé décidait qu'ils avaient abusé de son hospitalité. Cette nuit-là, le sommeil vint par intermittence. Chaque son provenant de la nature environnante ramenait Marcus à la vigilance, sa main se portant automatiquement vers son fusil, avant que son esprit conscient ne puisse évaluer la menace. L'appel d'une chouette dans les arbres devenait le grognement d'un ours. Le bruit d'un poisson sautant dans la rivière devenait quelque chose de massif entrant dans l'eau. Lorsque les premières lueurs grises de l'aube commencèrent à filtrer à travers la toile de la tente, Marcus était épuisé, mais sur les nerfs, vibrant d'un mélange de fatigue et d'anticipation. Daniel était déjà debout et en mouvement lorsque Marcus sortit de sa tente, le guide ayant l'air incroyablement frais malgré l'heure matinale. Le café infusait sur un petit réchaud à gaz, son arôme perçant l'air humide du matin comme un phare de civilisation dans l'immensité sauvage. Ils prirent un petit déjeuner rapide de barres énergétiques et de fruits secs, aucun des 2 hommes ne parlant beaucoup, concentrés sur la tâche qui les attendait. Le plan était simple. Ils suivraient une piste de gibier que Daniel avait repérée lors de voyages précédents, une piste qui menait à travers un habitat de premier, choix pour les grizzlies, et qui rejoignait finalement un ruisseau à saumon à environ 8 km de leur camp. En chemin, ils se déplaceraient lentement et prudemment, à l'affût d'indices et attentifs à tout signe indiquant que leur proie était proche. S'ils repéraient un ours convenable, ils évalueraient la situation et, si les conditions étaient favorables, tenteraient de réduire la distance pour un tir net. Ils partirent au moment où le soleil commençait à poindre au-dessus des montagnes de l'Est, ses rayons obliques traversant les arbres et créant des faisceaux de lumière dorée qui semblaient presque solides dans l'air chargé de brume. La forêt était vivante des bruits du matin, les oiseaux s'interpellant, les écureuils jacassant depuis les branches au-dessus, les insectes bourdonnant dans le sous-bois. Mais sous toute cette activité joyeuse, Marcus sentait autre chose, une tension sous-jacente qui semblait imprégner l'air même qu'il respirait. La piste de gibier serpentait à travers une forêt de plus en plus dense, les arbres se resserrant et le sous-bois s'épaississant à chaque kilomètre. Daniel se déplaçait avec le silence assuré de quelqu'un qui avait passé des décennies à apprendre à marcher sans déranger le monde qui l'entourait, et Marcus faisait de son mieux pour imiter la technique du guide. Chaque pas était soigneusement placé, chaque mouvement calculé pour minimiser le bruit et éviter de s'accrocher aux branches et aux lianes qui semblaient les happer de toutes parts. Il marchait depuis peut-être 2 heures quand Daniel se figea soudain, une main levée en un signal silencieux pour que Marcus s'arrête. La tête du guide était penchée sur le côté, ses yeux plissés, alors qu'il scrutait la forêt devant lui. Marcus retint son souffle, s'efforçant d'entendre ce qui avait attiré l'attention de Daniel. Pendant un long moment, il n'y eut rien. Puis Marcus l'entendit aussi, un faible halètement provenant de quelque part dans la végétation dense devant eux. Il fut suivi par le craquement de branches brisées, le son indubitable de quelque chose de grand se déplaçant dans le sous-bois. Daniel
tourna lentement la tête, croisa le regard de Marcus et désigna un fourré d'aralie épineuse à une 60aine de mètres devant eux. La végétation était trop dense pour y voir clairement, mais Marcus pouvait distinguer un mouvement dans l'ombre, une forme sombre et massive qui semblait se glisser entre les trouées de verdure. « C'est lui !» articula Daniel en silence, sa main indiquant la taille de l'animal. « Grand mâle !» Marcus épaula son fusil, visant à travers la lunette, tout en essayant de trouver une ligne de tir claire sur l'ours. Le réticule oscillait sur des parcelles de fourrure brune, visibles entre les feuilles, sans jamais se poser sur un endroit où il pourrait être sûr d'un tir net et éthique. L'ours se déplaçait lentement, se nourrissant apparemment de quelque chose dans le sous-bois, et complètement inconscient des deux chasseurs qui l'observaient non loin de là. Le temps sembla s'étirer en quelque chose d'élastique et d'étrange. Marcus était parfaitement conscient de tout ce qui l'entourait. La sensation de la crosse du fusil contre sa joue, l'odeur de la végétation humide et de la terre riche, le son de son propre cœur battant dans ses oreilles. L'ours continuait de se déplacer dans le fourré, parfois visible sous forme de fragments de fourrure et de muscles entre les feuilles denses. Et puis le ciel s'ouvrit. La pluie arriva avec une soudaineté presque violente, des trombes d'eau se déversant à travers la canopée avec un rugissement qui étouffa tous les autres sons. Marcus tressaillit involontairement alors que des gouttes froides martelaient son visage et ses mains, et dans ce moment de distraction, l'ours détala. Il entrevit l'animal massif s'écrasant à travers le sous-bois, se déplaçant avec une vitesse surprenante pour sa taille, puis il disparut, avalé par le rideau gris de la pluie. « Merde !» jura Marcus en baissant son fusil, frustré. Daniel était déjà en mouvement, faisant signe à Marcus de le suivre alors qu'ils se retiraient de leur position. « Impossible de le poursuivre là-dedans !» cria-t-il par-dessus le tambourinement de la pluie. « Visibilité nulle et les sons sont faussés. Trop facile de tomber dans une mauvaise situation. » Ils trouvèrent refuge sous les branches étendues d'un cèdre immense, son feuillage dense, offrant une certaine protection contre le plus gros de l'averse. Marcus se blottit contre le tronc, regardant la pluie transformer la forêt en un flou gris de mouvements et de sons. Il fut trempé jusqu'aux os en quelques minutes, l'eau dégoulinant de chaque surface et coulant en filets dans son dos. « Bienvenue dans la forêt pluviale », dit Daniel, bien qu'il y eût plus de résignation que d'humour dans sa voix. Ici, le temps peut se retourner contre vous plus vite qu'un ours qui décide qu'il en a assez de votre présence. On attend que ça passe, puis on réévalue. Ils attendirent ce qui sembla des heures, regardant la pluie continuer son assaut implacable sur la forêt. Finalement, l'intensité commença à diminuer, le rugissement s'estompant en un martèlement régulier puis en un doux crépitement alors que l'orage s'éloignait. Mais le mal était fait. La piste qu'ils suivaient était maintenant un ruisseau boueux, tout signe du passage de l'ours, ayant été effacé par le déluge. Daniel étudia le ciel, son expression sombre. « Il y en a d'autres qui arrivent, dit-il. Ce front va nous rester dessus un moment. On devrait rentrer au camp et attendre que ça se calme. Inutile de patauger dans l'humidité quand on ne voit pas ce qu'on fait. » Le voyage de retour fut misérable. Les bottes de Marcus faisaient un bruit de succion à chaque pas, ses vêtements collant à son corps dans une étreinte détrempée qui semblait lui voler la chaleur jusqu'aux os. Au moment où ils atteignirent le camp, il grelottait de manière incontrôlable, ses dents claquant si fort qu'il pouvait à peine parler. Ils réussirent à allumer un feu sous l'abri d'une bâche et progressivement, Marcus commença à se réchauffer. Mais sa frustration demeurait, un nœud froid dans sa poitrine que même les flammes ne pouvaient atteindre. Ils avaient été si proches. L'ours était là, à quelques mètres seulement, puis le temps leur avait arraché leur chance comme une mauvaise blague. « C'est la nature de ce jeu, » dit Daniel, comme s'il lisait dans les pensées de Marcus. La nature se fiche de vos plans ou de votre emploi du temps. Elle fait ce qu'elle veut et nous nous adaptons ou nous échouons. Il y aura d'autres occasions.
La pluie continua tout l'après-midi et jusque dans la soirée. Un rideau gris constant qui semblait les isoler du reste du monde. Marcus resta allongé dans sa tente, écoutant le tambourinement sur la toile, son esprit rejouant sans cesse la quasi-rencontre. L'image de cette forme massive se déplaçant dans le sous-bois était gravée dans sa mémoire, un aperçu alléchant de ce qui aurait pu être. Le sommeil finit par venir, bien qu'il fût agité et rempli de rêves étranges. Marcus rêva qu'il poursuivait l'ours à travers une forêt sans fin, toujours juste derrière lui, sans jamais le rattraper. Les arbres dans ses rêves étaient incroyablement hauts, s'élevant jusqu'à ce que leurs cimes disparaissent dans les nuages, et le sol sous ses pieds semblait bouger et changer à chaque pas. Quand il se réveilla, la pluie avait cessé, et une pâle lumière matinale filtrait à travers les parois de la tente. Il sortit pour trouver Daniel déjà debout, étudiant le sol autour de leur camp avec une expression pensive. Le guide leva les yeux à l'approche de Marcus, son visage buriné plissé par quelque chose qui pouvait être de l'inquiétude ou de l'excitation. « J'ai une bonne et une intéressante nouvelle, » dit Daniel, faisant signe à Marcus de le rejoindre. La pluie a effacé beaucoup d'anciennes traces, ce qui est dommage, mais elle a aussi révélé quelque chose de nouveau. Il désigna une parcelle de boue, près du bord de leur camp, où la pluie avait creusé un petit chenal dans la terre meuble. Là, profondément enfoncée dans le sol, se trouvait une empreinte de pied comme Marcus n'en avait jamais vu. Elle était énorme, facilement 2 fois plus grande que les traces d'ours qu'ils avaient observées la veille, et sa forme était distinctement humanoïde. 5 orteils étaient clairement visibles, ainsi qu'un large talon et une longue voûte plantaire incurvée. Marcus fixa l'empreinte, son esprit luttant pour comprendre ce qu'il voyait. « Ça ne vient pas d'un ours ?» dit-il finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Non » acquiesça Daniel, ses yeux ne quittant pas l'étrange marque dans la boue. « Non, en effet. » Ils restèrent silencieux un long moment, les 2 hommes fixant l'énorme empreinte de pied alors que les implications s'imposaient lentement. Marcus avait entendu les histoires, bien sûr. Tous ceux qui passaient du temps dans la nature avaient entendu les légendes du Sasquatch, de Bigfoot, des hommes sauvages qui rôderaient dans les forêts les plus profondes et les plus reculées. Il avait toujours rejeté ces récits comme des fictions de feu de camp, le genre d'histoire racontée pour divertir les touristes et effrayer les enfants. Mais maintenant, en regardant cette empreinte impossible dans la terre à quelques mètres de l'endroit où il avait dormi, il sentit sa certitude vaciller. « Ça pourrait être un canular », dit-il, bien que même en prononçant ces mots, il sut à quel point c'était improbable. L'idée de blague de quelqu'un. Daniel secoua lentement la tête. « Nous sommes à 65 kilomètres de la route la plus proche, 80 de la ville la plus proche. Personne d'autre que nous n'est venu dans cette région depuis des mois, et je saurais si quelqu'un était passé. De plus, regardez la profondeur. Ce qui a fait cette empreinte pesait plusieurs centaines de kilos au moins. On ne truque pas quelque chose comme ça. » Marcus s'accroupit, étudiant l'empreinte de plus près. Les détails étaient remarquablement clairs, malgré la pluie tombée pendant la nuit. Il pouvait voir la texture de la peau, qui avait fait l'impression, les crêtes et les volutes subtiles qui lui rappelaient ses propres empreintes digitales, magnifiées à une échelle énorme. Ce n'était pas l'œuvre d'un farceur, avec un pied en bois, sculpté attaché à un bâton. C'était réel. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Marcus en levant les yeux vers Daniel. Le visage du guide était illisible, ses yeux lointains, alors qu'il envisageait leurs options. « À mon avis, nous avons 2 choix, » dit finalement Daniel. « On peut plier bagages et retourner à la civilisation, rapporter ce qu'on a trouvé et laisser quelqu'un d'autre comprendre ce que ça signifie. Ou on peut essayer de suivre ce qui a fait cette trace, voir si on peut en apprendre plus sur ce à quoi on a affaire. » Marcus n'hésita pas. « On la suit. S'il y a ne serait-ce qu'une chance que ce soit réel, qu'il y ait vraiment quelque chose là-dehors, je dois savoir. » Daniel hocha la tête, une lueur qui aurait pu être de l'approbation dans ses yeux.
J'espérais que vous diriez ça. Gardez juste à l'esprit que ça change tout. Nous sommes venus ici pour chasser des grizzlies. Et les grizzlies, je les comprends. Ce qui a fait cette empreinte est une inconnue totale. Nous devons être plus prudents que nous ne l'avons jamais été. Ils levèrent le camp rapidement, n'emportant que l'essentiel et laissant le reste derrière eux. La piste s'éloignait de la rivière, grimpant sur les pentes densément boisées qui s'élevaient du côté est de la vallée. Daniel imposa un rythme prudent, ses yeux scrutant constamment les environs alors qu'il suivait la piste d'empreintes énormes. La progression était difficile, le sous-bois était épais, des enchevêtrements d'aralies épineuses et de ronces remarquables qui semblaient conçus pour entraver leur progression à chaque tournant. Le sol était mou à cause de la pluie récente, leurs bottes s'enfonçant dans une boue qui aspirait leurs pieds à chaque pas. Mais les traces étaient claires, une série d'empreintes massives profondément enfoncées dans le sol de la forêt, les menant toujours plus haut dans les montagnes. À mesure qu'ils grimpaient, les signes de leur proie devenaient plus fréquents et plus spectaculaires. À un endroit, un jeune arbre avait été cassé net à environ 1,50 m du sol, la cassure fraîche et à vif. À un autre, l'écorce d'un grand cèdre avait été arrachée en longues entailles verticales qui s'étendaient bien au-dessus de leur tête. Marcus essaya d'imaginer la force nécessaire pour infliger de tels dégâts et se sentit profondément troublé. « Il marque son territoire », dit Daniel à voix basse, alors qu'ils examinaient l'un des arbres balafrés. Ou peut-être qu'il se gratte juste. Quoi qu'il en soit, ce que nous suivons est gros, plus gros que tout ce que j'ai jamais rencontré dans ces bois. Ils suivaient la piste depuis plusieurs heures quand ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Les bruits habituels de la forêt, les chants d'oiseaux, le bruissement des petits animaux, le bourdonnement des insectes, s'étaient progressivement estompés. Le silence était sinistre et complet, rompu seulement par les faibles bruits de leur propre passage et le murmure lointain d'un ruisseau, quelque part en dessous d'eux. Daniel leva une main, signalant à Marcus de s'arrêter. Il resta immobile un long moment, la tête penchée sur le côté, écoutant le calme anormal. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-il. « La forêt ne devient pas silencieuse comme ça, sauf s'il y a un prédateur sérieux dans les parages. » Marcus sentit son pouls s'accélérer, sa main se déplaçant instinctivement vers la crosse de son fusil. Le poids de l'arme était rassurant, mais il se demanda si ce serait suffisant. Un grizzly était une quantité connue, une créature dont le comportement pouvait être prédit dans une certaine mesure. Ce qu'il suivait était tout autre chose, un mystère enveloppé de légendes et caché dans la nature la plus profonde. Ils continuèrent, se déplaçant avec encore plus de prudence qu'auparavant. Les arbres devenaient plus grands et plus espacés à mesure qu'ils montaient, leurs troncs massifs s'élevant comme des piliers vers une canopée si haute qu'elle semblait se confondre avec le ciel. Des rayons de soleil obliques descendaient à travers les trouées du feuillage, illuminant des parcelles de fougères et de mousse d'un vert brillant, tout en laissant les espaces entre les arbres enveloppés d'une ombre profonde. C'est dans l'un de ces espaces sombres que Marcus entrevit pour la première fois la créature. Il faillit la manquer, ses yeux glissant sur la forme sombre, comme si ce n'était qu'une ombre parmi d'autres. Mais quelque chose le fit regarder à nouveau, un instinct aiguisé par des années de chasse, qui reconnut les différences subtiles entre une ombre naturelle et une forme vivante. Et elle était là, à une 50aine de mètres devant eux, une silhouette bipède massive, immobile entre deux cèdres imposants. Le souffle de Marcus se coupa dans sa gorge. La créature était énorme, mesurant facilement 2,40 m, voire plus, son corps couvert d'une épaisse fourrure sombre qui semblait absorber la lumière environnante. Ses bras étaient longs, atteignant presque ses genoux, et se terminaient par des mains portant de redoutables griffes incurvées. La tête était grande et quelque peu conique, posée directement sur de larges épaules, sans cou discernible. Mais ce furent les yeux qui captivèrent l'attention de Marcus, les yeux dont il se souviendrait pour le reste de sa vie. Ils étaient profondément enfoncés et sombres,
Mais il y avait une intelligence indéniable au fond de leurs regards, une conscience qui allait bien au-delà de ce que n'importe quel animal devrait posséder. Ce n'était pas une simple bête, c'était autre chose, quelque chose qui avait observé les humains aller et venir pendant des millénaires, apprenant à les éviter, apprenant à se cacher dans l'ombre des forêts les plus profondes. Pendant ce qui parut une éternité, Marcus et la créature se fixèrent. Il était vaguement conscient de Daniel à côté de lui, figé dans le même choc qui le paralysait. La forêt autour d'eux semblait retenir son souffle, le silence si complet que Marcus pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles. Puis, sans avertissement, la créature se tourna et se fondit dans la forêt, sa forme massive disparaissant entre les arbres avec une grâce qui semblait impossible pour quelque chose d'aussi grand. Un instant, elle était là, et l'instant d'après, il n'y avait plus que des ombres et la lumière du soleil, comme si elle n'avait jamais existé. Marcus laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Ses mains tremblaient, remarqua-t-il, frémissant contre la crosse de son fusil, avec une intensité qui le surprit. Il avait affronté des animaux dangereux auparavant, avait tenu tête à des wapitis en charge et n'avait pas reculé face à des orignaux agressifs. Mais rien ne l'avait préparé à cela, au profond sentiment de crainte et de terreur que la vue de cette créature avait inspiré. « Vous avez vu ça ?» réussit-il à murmurer, la voix rauque. Daniel hocha lentement la tête, son visage pâle sous son hâle buriné. « Je l'ai vu, » dit-il. « Dieu me pardonne, je l'ai vu. » Ils restèrent là un long moment, aucun des deux hommes ne voulant bouger ou parler. La forêt resta silencieuse autour d'eux, comme si tout l'écosystème était conscient que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Finalement, Daniel sembla sortir de sa torpeur, son expression passant du choc à quelque chose de plus déterminé. « Nous devons le suivre, » dit-il. « C'est trop important. Si nous pouvons obtenir des photos, une vidéo, quelque chose pour prouver ce que nous avons vu, ça pourrait tout changer. » Marcus hésita. Chaque instinct en lui criait de faire demi-tour, de fuir vers le camp, puis vers la civilisation, de mettre autant de distance que possible entre lui et la créature impossible dont il venait d'être témoin. Mais une autre partie de lui, celle qu'il avait poussé à chasser en premier lieu, refusait de lâcher prise. C'était la découverte d'une vie, peut-être la découverte du siècle. Il ne pouvait pas tourner les talons maintenant. « D'accord, » dit-il, sa voix plus stable qu'il ne se sentait. « Mais on fait ça prudemment. Cette chose est bien au-delà de tout ce que nous avions prévu. » Ils suivirent la direction que la créature avait prise, se déplaçant lentement et prudemment à travers la forêt ancienne. Les traces étaient plus faciles à suivre maintenant. Les énormes empreintes profondément enfoncées dans la terre mouvante à chaque foulée. Des branches cassées marquaient le chemin où la créature était passée et par endroits, des touffes de fourrure sombre s'accrochaient à l'écorce des arbres où elle s'était frottée. Au fur et à mesure de leur progression, le terrain devint de plus en plus accidenté. Le sol montait et descendait en une série de crêtes et de vallées, chacune semblant plus difficile à naviguer que la précédente. La végétation s'épaissit, créant un mur de verdure presque impénétrable qu'ils durent traverser avec un effort considérable. C'est en fin d'après-midi qu'ils tombèrent sur quelque chose qui les laissa tous les deux sans voix. La clairière n'était pas grande, peut-être une trentaine de mètres de diamètre, mais ce qu'elle contenait laissa Marcus bouche bée d'étonnement. Dispersées dans l'espace ouvert se trouvaient des structures qui ne pouvaient être décrites que comme des abris primitifs, des appentis rudimentaires construits à partir de branches tombées et d'écorces, disposés selon un motif qui suggérait une planification intentionnelle plutôt qu'une accumulation aléatoire. Au centre de la clairière, une dépression dans la terre avait été tapissée de feuilles et de mousse, créant quelque chose qui ressemblait de manière troublante à un lit. « Ils vivent ici », murmura Daniel, sa voix empreinte d'émerveillement. « Ce n'est pas juste une créature de passage, c'est un habitat, une communauté. »
Marcus traversa lentement la clairière, observant les détails de ce qu'ils avaient retrouvé. Il y avait des signes d'activité récente partout, de l'écorce fraîchement arrachée, de la terre remuée où quelque chose avait creusé, et même ce qui semblait être les restes d'un repas, des arêtes de poissons et des graines de baies éparpillées près de l'un des abris. L'odeur musquée qu'ils avaient remarquée pour la première fois près de leur camp était ici écrasante, une odeur animale épaisse qui semblait tout imprégnée. Il sortit son téléphone, se souvenant soudain de la fonction appareil photo. Ses mains tremblaient alors qu'il commençait à prendre des photos, documentant tout ce qu'il pouvait voir. Les abris, les traces, les étranges éraflures sur les arbres environnants. Il captura tout, sachant que ces images pourraient être les photographies les plus importantes jamais prises. Daniel faisait de même, se déplaçant méthodiquement autour du périmètre de la clairière et enregistrant des séquences vidéo sur une petite caméra qu'il avait sortie de son sac. Aucun des deux hommes ne parlait, tous deux trop concentrés sur la tâche à accomplir pour engager la conversation. Ils étaient si concentrés, en fait, qu'ils ne remarquèrent presque pas les bruits avant qu'il ne soit trop tard. Le grognement vint de partout et de nulle part. Une vibration profonde et grondante qui semblait faire trembler l'air même autour d'eux. Marcus se retourna brusquement, cherchant la source, mais les arbres au bord de la clairière étaient épais d'ombre et impossibles à percer du regard. Le grognement retentit à nouveau, plus proche cette fois, et maintenant il pouvait entendre le bruit de branches se brisant, de quelque chose de grand se déplaçant dans le sous-bois. « Il faut y aller », dit Daniel d'une voix pressante, reculant déjà vers le bord de la clairière. Maintenant, ils coururent. Il n'y eut aucune discussion, aucune planification, juste l'instinct pur, les poussant loin de la clairière et des sons terrifiants qui devenaient plus forts à chaque seconde qui passait. La forêt semblait se refermer sur eux, des branches leur fouettant le visage et des racines s'accrochant à leurs pieds. Derrière eux, la créature les poursuivait, ses lourds pas faisant trembler le sol à chaque foulée. Marcus courut plus vite qu'il n'avait jamais couru de sa vie. Ses poumons le brûlaient, ses muscles criaient, mais la peur le poussa au-delà de toutes les limites qu'il avait connues. Il pouvait entendre Daniel quelque part devant lui, se frayant un chemin à travers le sous-bois avec la même énergie désespérée. Et derrière eux, toujours derrière eux, la créature suivait. La poursuite sembla durer une éternité. Le temps perdit tout sens alors qu'il fuyait à travers la forêt ancienne, naviguant par pur instinct plutôt que par la pensée. Marcus perdit la notion de la direction de tout, sauf du besoin de continuer à bouger, de rester en avance sur ce qui les chassait. Ils débouchèrent des arbres, au bord d'un ravin escarpé, le sol s'effondrant sous eux dans un chaos de rochers et de végétation. Il n'y avait pas le temps de s'arrêter, pas moyen de changer de cap. Marcus sentit ses pieds glisser sur la terre humide. Puis il tomba, dévalant la pente dans un tourbillon d'impact et de désorientation. Il s'immobilisa au fond du ravin, chaque partie de son corps endolorie par la chute. Pendant un instant, il resta là, hébété, regardant la bande de ciel visible entre les parois du canyon. Puis il entendit Daniel l'appeler, et il se força à bouger. Le guide était à quelques mètres, se relevant de l'endroit où il avait atterri. Il avait l'air amoché mais intact, bien que du sang coulât d'une coupure sur son front. « Ça va » demanda-t-il, la voix tendue. Marcus fit le point sur son état. Tout faisait mal, mais rien ne semblait cassé. « Je crois, oui », réussit-il à dire. « Et vous » Avant que Daniel ne puisse répondre, un rugissement résonna d'en haut. Ils levèrent les yeux pour voir la créature debout au sommet du ravin, sa forme massive se découpant sur le ciel. Elle faisait les 100 pas le long du bord, laissant échapper des grognements occasionnels qui faisaient vibrer l'air par leur intensité. Mais elle ne les suivit pas. « Elle ne veut pas descendre », dit Daniel, une note d'espoir se glissant dans sa voix. « Peut-être que la pente est trop raide, ou peut-être que c'est la limite de son territoire. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on est peut-être en sécurité pour l'instant. » Ils n'attendirent pas pour tester cette théorie.
Se déplaçant aussi vite que leur corps meurtri le leur permettait, ils longèrent le fond du ravin, mettant autant de distance que possible entre eux et la créature au-dessus. La progression était difficile, le sol jonché de rochers et d'arbres tombés, mais ils continuèrent, poussés par la certitude que leur vie dépendait de leur fuite. Alors que la lumière commençait à baisser, le ravin s'élargit légèrement, et ils trouvèrent un petit surplomb où ils purent s'abriter pour la nuit. Ce n'était pas grand-chose, juste une dépression peu profonde dans la paroi rocheuse qui offrait une protection minimale contre les éléments. Mais il faudrait s'en contenter. Ils étaient trop épuisés pour aller plus loin. Ils se blottirent l'un contre l'autre dans l'obscurité, aucun des deux hommes ne dormant. Tous deux, à l'écoute de tout son qui pourrait indiquer que la créature avait trouvé un moyen de descendre dans le ravin. La forêt au-dessus d'eux était silencieuse, les bruits normaux de la faune toujours remarquablement absents. C'était comme si tout l'écosystème savait que quelque chose d'extraordinaire se passait en son sein. « C'était quoi, cette chose ?» demanda finalement Marcus, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je veux dire, je sais ce que j'ai vu, mais une partie de moi n'arrive toujours pas à y croire. » Daniel resta silencieux un long moment avant de répondre. « Je suis guide dans ces bois depuis 30 ans, dit-il. J'ai vu des choses que la plupart des gens ne croiraient pas, des animaux qui ne devraient pas exister, des comportements que la science dit impossibles. Mais ça, il secoua la tête dans l'obscurité. C'est tout autre chose. Ce n'était pas juste un animal que nous avons vu aujourd'hui. C'était quelque chose d'intelligent, quelque chose qui se cache des humains depuis plus longtemps que quiconque peut l'imaginer. « Sasquatch », dit Marcus, le mot sonnant étrange sur sa langue. « Bigfoot, toutes ces légendes, toutes ces histoires, elles sont réelles. Il semblerait, acquiesça Daniel, et d'après ce que nous avons vu, ils ne font pas que survivre dans ces forêts. Ils prospèrent. Cette clairière, ces structures, c'était un foyer, une communauté. Il pourrait y en avoir d'autres, vivant dans la nature profonde, nous évitant tout comme ils évitent les humains depuis des milliers d'années. Les implications étaient stupéfiantes. Si ce qu'ils avaient vu était réel, s'il y avait vraiment une espèce non découverte de primates intelligents vivant dans les forêts d'Amérique du Nord, cela remodèlerait tout ce que l'humanité pensait savoir sur le monde naturel. Ce serait la plus grande découverte scientifique de l'ère moderne. Mais cela mettrait aussi les créatures en danger. Marcus pensa à ce qui arriverait si la nouvelle se répandait, si des scientifiques, des journalistes et des chasseurs déferlaient sur ces forêts à la recherche des bêtes légendaires. Leur monde caché serait détruit, leur paix brisée. Ils avaient survécu si longtemps précisément parce que personne ne savait qu'ils étaient là. « Il faut qu'on sorte d'ici, dit Marcus, retrouver notre chemin vers la civilisation et décider de la suite. » Daniel hocha la tête, bien que le geste fût invisible dans l'obscurité. Aux premières lueurs, on bouge, on suit ce ravin et on voit où il mène. Avec un peu de chance, il nous ramènera vers la rivière. Ils ne dormirent pas cette nuit-là. Chaque son de la forêt au-dessus d'eux envoyait une décharge d'adrénaline dans leur système. Chaque craquement de branches ou bruissement de feuilles, un avertissement potentiel que la créature les avait trouvés. Mais l'attaque ne vint jamais, et lorsque les premières lueurs grises de l'aube commencèrent à filtrer dans le ravin, ils se préparèrent à partir. La progression était lente et douloureuse. Les deux hommes étaient raides et endoloris par l'épreuve de la veille, leur corps protestant à chaque mouvement. Mais ils continuèrent, sachant que leur survie dépendait d'atteindre la sécurité avant que les créatures qui vivaient dans ces forêts ne décident que de finir ce qu'elles avaient commencé. Le ravin s'élargit progressivement au cours de leur marche, les parois devenant moins abruptes et la végétation au fond plus épaisse. Après plusieurs heures de randonnée difficile, ils commencèrent à entendre un son qui leur remonta le moral, le bruit de l'eau vive quelque part devant. Ils débouchèrent du ravin sur la rive d'une rivière, ses eaux rapides et froides dévalant sur les rochers et autour des méandres.
Marcus tomba à genoux au bord de l'eau, puisant à pleine main le liquide clair pour le porter à ses lèvres desséchées. C'était la chose la plus douce qu'il ait jamais goûtée. « C'est un affluent de la rivière principale », dit Daniel en étudiant le paysage avec des yeux experts. « Si nous le suivons en aval, il devrait finir par rejoindre la Kitlop. De là, nous pourrons retrouver le bateau. » Ils partirent le long de la rive, le bruit de l'eau vive les accompagnant constamment. La forêt ici était différente des hauteurs qu'ils avaient traversées, plus ouverte et moins oppressante. La lumière du soleil filtrait à travers la canopée, réchauffant leur corps meurtri et leur remontant le moral. C'est en milieu d'après-midi que Marcus perçut un mouvement du coin de l'œil. Il s'arrêta, la main sur son fusil, et se tourna pour regarder de l'autre côté de la rivière. Là, debout sur la rive opposée, se trouvait une autre des créatures. Celle-ci était plus petite que les spécimens massifs qu'ils avaient rencontrés auparavant, bien qu'elle fût encore considérablement plus grande que n'importe quel humain. Elle se tenait à la lisière des arbres, les observant avec ses yeux intelligents et troublants. Il n'y avait aucune agressivité dans sa posture, aucun signe qu'elle avait l'intention de les poursuivre ou de les attaquer. Elle observait simplement, comme curieuse de ces êtres étranges qui se frayaient un chemin le long de sa rivière. Marcus se retrouva figé sur place, incapable de détourner le regard. Il y avait quelque chose de presque paisible dans cette rencontre, un moment de connexion entre deux êtres très différents. La créature les regarda un long moment, son expression illisible. Puis, avec une grâce qui semblait impossible pour quelque chose d'aussi grand, elle se tourna et disparut dans la forêt. « Elle nous guidait », dit Daniel à voix basse. « Peut-être depuis le début, elle nous guidait hors de son territoire, vers la rivière et la maison. » Marcus hocha lentement la tête, comprenant la vérité des paroles de Daniel. Les créatures qu'ils avaient rencontrées n'étaient pas les bêtes stupides des légendes. C'étaient des êtres intelligents, capables de pensées complexes, et peut-être même de compassion. Ils avaient défendu leur foyer lorsque les humains y avaient trébuché, mais ils leur avaient aussi permis de s'échapper, les avaient peut-être même aidés à trouver le chemin de la sécurité. Le reste du voyage se déroula dans une sorte de flou. Ils suivirent l'affluent jusqu'à ce qu'ils rejoignent la rivière principale, puis continuèrent en aval jusqu'à ce qu'ils atteignent l'endroit où ils avaient laissé le plus grand bateau de Daniel. Il était toujours là, intact, flottant paisiblement à l'ancre, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit depuis leur départ. Ils montèrent à bord et démarrèrent le moteur, le vrombissement familier de la puissance mécanique contrastant vivement avec la nature primitive qu'ils laissaient derrière eux. Alors que le bateau s'éloignait de la rive, Marcus jeta un dernier regard à la forêt qui avait changé sa vie. Quelque part dans ces arbres sans fin, les créatures qu'ils avaient découvertes continuaient leur vie cachées d'un monde qui ignorait leur existence. Le voyage de retour à la civilisation fut silencieux, les deux hommes perdus dans leurs pensées. Ils s'arrêtèrent à la cabane du pourvoyeur pour récupérer le reste de leur équipement, puis continuèrent jusqu'à la petite ville où l'hydravion les attendait pour les ramener au monde moderne. La transition fut brutale, la présence soudaine de bâtiments, de routes et d'autres personnes semblant presque surréalistes après ce qu'ils avaient vécu. Ils prirent une chambre dans un petit hôtel en périphérie de la ville. Le simple luxe d'une douche chaude et d'un lit propre leur paraissant des extravagances impossibles. Ce soir-là, assis dans un coin tranquille du restaurant local devant des assiettes de nourriture qu'aucun des deux ne parvenait à manger, ils abordèrent enfin la question qui était restée en suspens entre eux. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Marcus. « À propos de ce qu'on a vu, je veux dire. » Daniel resta silencieux un long moment, fixant son café comme si les réponses pouvaient être écrites à sa surface sombre. « J'y ai pensé toute la journée, » dit-il finalement. Une partie de moi veut le crier sur tous les toits, montrer au monde ce que nous avons trouvé, prouver que je n'ai pas passé ma vie entouré de contes de fées. Mais une autre partie de moi sait ce qui arriverait si nous le faisions. Il les détruirait, dit Marcus. Scientifiques, chasseurs et touristes envahiraient ces forêts comme des sauterelles.
Chaque agence gouvernementale et organisation privée intéressée par les phénomènes inexpliqués s'installerait. Et les créatures que nous avons vues, ces êtres intelligents et pacifiques qui ont réussi à rester cachés si longtemps, ce sont elles qui souffriraient. Daniel hocha lentement la tête. C'est comme ça que je le vois aussi. Nous pourrions devenir célèbres, entrer dans l'histoire comme les hommes qui ont prouvé que Bigfoot était réel. Mais à quel prix ? Ces créatures ont droit à leur vie privée, à leur mode de vie. Nous sommes tombés sur leur foyer et elles nous ont laissé partir. Le moins que nous puissions faire est de leur rendre l'appareil en gardant leur secret. La décision, une fois prise, sembla juste d'une manière que Marcus ne pouvait pas entièrement expliquer. Il pensa au moment près de la rivière, où la plus petite créature les avait observés de l'autre côté de l'eau. Il y avait eu quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui allait au-delà de la simple curiosité animale. Elle les avait évalués, réalisait-il maintenant, les avait jugés, et peut-être les avait-elle trouvés dignes de confiance. Ils rentrèrent chez eux séparément, Marcus reprenant l'avion pour sa vie sur la côte Est, tandis que Daniel restait dans la nature qu'il connaissait si bien. Ils échangèrent leurs numéros de téléphone et adresses e-mail, promettant de rester en contact, sachant tous deux que ce qu'ils avaient partagé les lierait pour le reste de leur vie. Dans les semaines et les mois qui suivirent, Marcus eut du mal à reprendre sa routine normale. Le monde qu'il avait connu avant le voyage semblait plus petit, moins réel que les forêts anciennes et les créatures impossibles qu'il avait rencontrées. Il se surprenait à fixer les arbres de son parc local, s'attendant à moitié à voir une forme massive, couverte de fourrure, émerger de l'ombre. Il se plongea dans la recherche, lisant tout ce qu'il pouvait trouver sur les légendes de Bigfoot et de ses cousins à travers le monde. Plus il en apprenait, plus il réalisait à quel point les histoires étaient répandues, combien de personnes avaient rapporté des rencontres similaires au fil des ans. La plupart étaient rejetés comme des canulars ou des erreurs d'identification, mais Marcus savait maintenant la vérité. Certaines de ces histoires étaient vraies. Certains de ses témoins avaient vu exactement ce qu'il avait vu. Il se retrouva à devenir un défenseur discret de la préservation de la nature, faisant des dons à des organisations de conservation et s'élevant contre les projets de développement qui menaçaient les derniers endroits sauvages. Il ne mentionna jamais sa véritable motivation, ne fit jamais allusion au secret qu'il portait. Mais chaque fois qu'il se battait pour protéger une parcelle de forêt ancienne ou préserver une vallée reculée, il pensait aux créatures qu'il avait rencontrées et espérait que ses efforts contribueraient à les garder en sécurité. Daniel lui envoyait des nouvelles occasionnelles, de brefs emails parlant de retour dans la région, de signes aperçus au loin, de bruits entendus dans la nuit. Le guide était devenu une sorte de gardien, réalisa Marcus, veillant sur les créatures qui avaient changé leur vie. Ils visitaient la région régulièrement, faisant toujours attention à rester loin du territoire qu'ils avaient découvert, laissant toujours des offrandes de nourriture qui disparaissaient mystérieusement à son retour quelques jours plus tard. Un jour, près d'1 an après le voyage initial, Marcus reçut un colis par la poste. À l'intérieur se trouvait une photographie, imprimée sur du papier glacé et glissée dans un cadre simple. L'image montrait une parcelle de forêt, banale à première vue, juste des arbres, des ombres et une lumière du soleil filtrée. Mais là, au bord du cadre, presque trop petite pour être remarquée, se trouvait une forme sombre qui aurait pu être un rocher, une ombre ou une invention de l'imagination. Ou aurait pu être tout autre chose. Le mot qui l'accompagnait était bref. « Je pensais que tu aimerais ça pour ta collection. Certains secrets valent la peine d'être gardés. Porte-toi bien, mon vieil ami. » Marcus plaça la photographie sur son bureau, où elle rejoignit une petite collection de souvenirs de ses années de chasse. Mais celle-ci était différente, il le savait. Ce n'était pas un trophée, pas un rappel de conquête. C'était une fenêtre sur un monde que la plupart des gens ne sauraient jamais exister. Un monde parallèle à celui que l'humanité tenait pour acquis. Il pensait souvent aux créatures qu'ils avaient rencontrées, s'interrogeant sur leur vie,
leur société et leur histoire. Depuis combien de temps était-elle là, cachée dans les forêts profondes, observant les humains se répandre sur le continent? Que pensait-elle de ces êtres étranges qui avaient envahi leur monde avec des machines, des fusils et une soif insatiable de plus? Craignait-elle l'humanité, la plaignait-elle ou l'acceptait-elle simplement comme une autre partie du paysage, à éviter si possible et à tolérer si nécessaire? Ces questions ne trouveraient jamais de réponse. Marcus le savait. Les créatures avaient choisi de rester cachées et il avait choisi de respecter ce choix. Mais savoir qu'elles étaient là, vivant leur vie mystérieuse à l'ombre de la forêt, lui apportait une étrange forme de réconfort. Le monde était plus grand, plus sauvage et plus merveilleux que la plupart des gens ne le réalisaient. Et il était l'un des rares chanceux à avoir entrevu son visage caché. Les années passèrent. Marcus vieillit, ses jours de chasse cédant progressivement la place à des activités plus calmes. Il passait plus de temps dans la nature, mais maintenant, il y allait en tant qu'observateur plutôt qu'en prédateur, trouvant la paix dans le simple fait de regarder le monde qui l'entourait. Il n'oublia jamais les leçons qu'il avait apprises dans cette nature sauvage de Colombie-Britannique, ne cessa jamais de s'émerveiller de l'impossible réalité dont il avait été témoin. Quand Daniel décéda, paisiblement dans son sommeil à l'âge de 78 ans, Marcus retourna dans la petite ville d'Alaska où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Il assista à une petite cérémonie commémorative entourée d'autres guides et hommes des bois qui avaient connu et respecté son ami. Ensuite, il loua un bateau et remonta la côte seul, suivant le chemin qu'ils avaient pris ensemble toutes ces années auparavant. Il n'alla pas loin, juste assez pour voir la forêt s'étendre, verte et infinie le long du rivage. Il se tint au bastingage du bateau, regardant la nature qui avait changé sa vie, et dit un adieu silencieux à l'homme qui avait partagé ses secrets avec lui. Et alors qu'il se tournait pour rentrer, il crut voir quelque chose sur le rivage. Une grande forme sombre, debout à la lisière des arbres, observant le bateau qui passait. C'était trop loin pour distinguer les détails, trop distant pour être sûr de ce qu'il voyait. Mais Marcus leva la main dans un petit salut, reconnaissant la présence de ce qui était là. La forme ne lui rendit pas son salut, mais elle resta là un long moment, à regarder avant de se tourner et de disparaître dans le vert infini de la forêt. Et Marcus, la regardant partir, sentit une paix s'installer en lui qu'il n'avait pas connue depuis des années. Le secret resterait en sécurité. Les lieux sauvages continueraient d'abriter leurs habitants impossibles. Et quelque part dans les forêts les plus profondes, hors de portée des routes, des villes et de la marche implacable du progrès, les anciens continueraient leur vie, sans être dérangés et inconnus. C'était, pensa Marcus en rentrant chez lui pour la dernière fois, exactement comme il se devait. L'hydravion descendit à travers de fins nuages vers la petite piste d'atterrissage, son moteur vrombissant régulièrement alors que Marcus pressait son visage contre le hublot pour admirer la vue en contrebas. Des décennies s'étaient écoulées depuis sa rencontre bouleversante dans la nature sauvage de Colombie-Britannique, et bien que son corps ait vieilli et ses mouvements ralentis, le souvenir de ces événements restait aussi vif que s'il s'était produit la veille. Les forêts qui s'étendaient sous lui n'étaient pas les mêmes que celles où il avait entrevu l'impossible, mais elles possédaient le même caractère sauvage, le même sentiment de mystères anciens se cachant sous leur canopée. Il était retourné dans cette région du nord-ouest du Pacifique à de nombreuses reprises au fil des ans, mais jamais à l'endroit exact où lui et Daniel avaient découvert l'habitat des créatures. Cet endroit restait interdit dans son esprit, un sol sacré qui méritait d'être laissé en paix. Mais la nature environnante l'attirait avec une force presque magnétique, le ramenant encore et encore pour marcher sous ses arbres imposants et respirer son air pur et parfumé de pin. Ce voyage était différent des autres. Marcus avait emmené son petit-fils, un jeune homme nommé Thomas, qui venait d'avoir 21 ans et s'apprêtait à obtenir un diplôme en biologie de la faune.
Thomas avait grandi en entendant les histoires de son grand-père sur ses aventures dans la nature, sur des rencontres périlleuses avec des ours et la beauté des paysages vierges. Mais il y avait une histoire que Marcus n'avait jamais racontée, un secret qu'il avait gardé même pour sa propre famille, jusqu'à maintenant. Ils installèrent leur camp à un endroit que Marcus avait déjà utilisé. Une petite clairière au bord d'un ruisseau qui coulait, froid et clair, sur un lit de pierres arrondies. Thomas se déplaçait avec l'assurance facile de quelqu'un qui avait passé ses années de formation à apprendre les techniques de survie d'un maître, montant leur tente et construisant un foyer pendant que son grand-père observait avec une fierté tranquille. Le jeune homme avait les cheveux noirs de sa grand-mère et le sourire vif de sa mère, mais ses yeux contenaient la même étincelle de curiosité et d'aventure qui avait poussé Marcus dans la nature tant d'années auparavant. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour du feu de camp à regarder les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Marcus raconta enfin l'histoire qu'il avait gardée cachée si longtemps. Il parle du voyage de chasse qui avait commencé comme une poursuite de grizzly et était devenu quelque chose de bien plus extraordinaire. Il décrivit les empreintes massives qu'ils avaient trouvées, les créatures impossibles qu'ils avaient entrevues, la poursuite terrifiante à travers la forêt et leur fuite de justesse. Il n'omit rien, partageant chaque détail dont il pouvait encore se souvenir après toutes ces années. Thomas écouta en silence, son expression passant du scepticisme à l'émerveillement, puis à quelque chose approchant la stupeur à mesure que l'histoire se déroulait. Quand Marcus eut fini, le jeune homme resta silencieux un long moment, fixant les flammes tout en digérant ce qu'il avait entendu. « Tu es en train de me dire que Bigfoot est réel ?» dit finalement Thomas, sa voix portant un mélange d'incrédulité et d'excitation. « Que tu en as vraiment vu un, plus d'un ?»« Je les ai vus », confirma Marcus. « Daniel les a vus aussi. Nous avons tous les deux observé une créature qui ne devrait pas exister selon tout ce que la science nous dit. Et nous avons pris la décision de garder secret ce que nous avions vu, pour les protéger. »« Pourquoi me le dis-tu maintenant ?» demanda Thomas. « Après toutes ces années... » Marcus réfléchit attentivement à la question avant de répondre. « Parce que je ne vais pas vivre éternellement, dit-il finalement. Et parce que ce secret me pèse depuis des décennies. Une partie de moi s'est toujours demandé si nous avions fait le bon choix, en gardant le silence sur ce que nous avions trouvé. Chaque fois que je vois un reportage sur la destruction de la nature ou l'extinction d'une espèce, je me demande si les choses seraient différentes si les gens savaient ce qu'il y a là-dehors. S'ils comprenaient que le monde naturel recèle encore des mystères qui dépassent notre imagination. Et l'autre partie, l'incita Thomas, l'autre partie sait que nous avons fait ce qu'il fallait, dit fermement Marcus. Ces créatures ont survécu pendant des milliers d'années en restant cachées. Elles ont vu des civilisations naître et mourir, se sont adaptées au changement du paysage, du climat et à la présence des humains à leurs frontières. Si le monde apprenait leur existence, leur vie, telle qu'ils la connaissent, serait terminée en une génération. Les scientifiques voudraient les étudier. Les gouvernements voudraient les protéger ou les contrôler. Les chasseurs et les amateurs de sensations fortes voudraient les trouver. Quelles que soient les bonnes intentions, le résultat serait la destruction de tout ce qui leur a permis de survivre. Thomas hocha lentement la tête, la compréhension naissant dans ses yeux. Donc, le secret doit rester secret. Pour l'instant, acquiesça Marcus, peut-être pour toujours. Mais je voulais que quelqu'un d'autre le sache, quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance pour comprendre l'importance de le garder en sécurité. Tu vas passer ta vie à travailler avec la faune, Thomas. Tu vas voir des choses qui t'émerveilleront et des choses qui te briseront le cœur. Et parfois, tu devras faire des choix sur ce que tu feras des connaissances que tu acquerras. Je voulais que tu saches que garder un secret peut être un acte de protection, pas de lâcheté. Ils restèrent assis en silence un moment, grand-père et petit-fils, regardant le feu se consumer en braise. Au-dessus d'eux, les étoiles tournaient lentement dans le ciel.
les mêmes étoiles qui avaient brillé sur la forêt lorsque Marcus avait fait sa découverte toutes ces années auparavant. La nature autour d'eux était calme, les seuls bruits étant le doux murmure du ruisseau et l'appel occasionnel d'un oiseau de nuit. « Je veux voir où c'est arrivé », dit soudain Thomas. « Pas l'endroit exact où tu les as trouvés, mais la région. Je veux me tenir dans cette nature sauvage et comprendre ce que tu as vécu. » Marcus s'attendait à cette demande. C'était la raison pour laquelle il avait choisi ce voyage particulier pour partager son secret, sachant que la nature sauvage voisine aiderait Thomas à comprendre l'ampleur de ce dont il discutait. « Demain, dit-il, nous monterons jusqu'à une crête qui surplombe la vallée où c'est arrivé. Tu ne verras rien, mais tu comprendras pourquoi ces créatures ont choisi cet endroit pour y élire domicile. » Ils partirent aux premières lueurs, suivant un sentier qui serpentait à travers une forêt de plus en plus dense, avant de grimper abruptement vers la crête. Marcus se déplaçait plus lentement qu'autrefois, son corps lui rappelant à chaque pas qu'il n'était plus le même homme qui avait fui, terrifié, à travers ces bois des décennies plus tôt. Mais Thomas était patient, ajustant son rythme à celui de son grand-père, sans jamais montrer le moindre signe d'impatience ou de frustration. La vue depuis la crête était spectaculaire. Vague après vague de montagnes boisées s'étendaient jusqu'à l'horizon, les vallées entre elles bleues de distance et de mystère. Quelque part, là-bas, cachées dans les plis de ce vaste paysage, les créatures que Marcus avait rencontrées continuaient leur vie secrète. Il ne pouvait pas les voir, ne les reverrait probablement jamais, mais savoir qu'elles étaient là le remplissait d'une joie tranquille qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. « C'est incroyable », dit doucement Thomas, ses yeux balayant l'immensité sauvage devant eux. « Je ne savais pas que des endroits comme ça existaient encore. »« Ils existent », dit Marcus. « Pas beaucoup et de moins en moins chaque année, mais ils sont là et en eux vivent des choses que le reste du monde a oubliées ou rejetées comme des légendes. Ta génération a un choix important à faire, Thomas. Vous pouvez continuer à vous enfoncer dans ces derniers lieux sauvages en essayant de cataloguer et de contrôler tout ce qui y vit, ou vous pouvez reconnaître que certaines choses dépassent notre besoin de savoir, que le monde est plus riche d'avoir des mystères qui restent non résolus. » Thomas resta silencieux un long moment, réfléchissant aux paroles de son grand-père. « Tu crois vraiment qu'ils sont intelligents ?» dit-il finalement. « Pas seulement des animaux, mais des êtres vraiment intelligents. »« J'ai regardé dans leurs yeux, » répondit Marcus. « J'y ai vu de la compréhension, du jugement, et quelque chose que je ne peux décrire que comme de la sagesse. Ils nous observent depuis très longtemps, Thomas. Ils observent, apprennent et choisissent de rester cachés. Cela demande plus qu'un instinct animal. Cela demande une culture, une tradition et une compréhension partagée des dangers que nous représentons. Ce sont des gens à leur manière, différents de nous certes, mais des gens quand même. » La randonnée de retour au camp fut pensive et silencieuse. Thomas semblait perdu dans ses propres réflexions, digérant tout ce que son grand-père avait partagé. Marcus ne pouvait qu'espérer que le jeune homme gérerait le secret avec autant de soin que lui et Daniel, le portant à travers sa vie sans le laisser échapper à ceux qui pourraient l'exploiter. Cette nuit-là, alors qu'ils se préparaient à se coucher, un son résonna dans la forêt qui les fit tous les deux se figer. C'était un cri long et modulé, commençant bas et montant jusqu'à un sommet avant de s'éteindre dans le silence. Ce n'était pas le hurlement d'un loup ou le cri d'un cougar. C'était tout autre chose, quelque chose qui semblait porter de l'émotion et du sens dans sa voix étrange et sans mots. Marcus sentit son rythme cardiaque s'accélérer, une montée d'adrénaline, le ramenant à ce jour terrifiant où il avait entendu un son similaire pour la première fois. Il regarda Thomas et vit son propre émerveillement se refléter dans les yeux du jeune homme. « C'était... » commença Thomas, mais Marcus leva une main pour le faire taire. Ils écoutèrent pendant plusieurs longues minutes, mais le son ne se reproduisit pas.
La forêt était revenue à son calme habituel, les seuls bruits étant le murmure du vent dans les arbres et le lointain chuchotement du ruisseau. « Je ne sais pas ce que c'était », dit finalement Marcus, la voix basse. « Peut-être juste un animal commun que nous n'avons pas reconnu. Peut-être autre chose, mais c'est ce que je veux dire, Thomas. Cette nature est pleine de sons et de visions que nous ne pouvons pas expliquer, qui nous rappellent à quel point nous en savons peu sur le monde qui nous entoure. C'est ça que nous devons protéger. Pas seulement les animaux que nous avons catalogués et nommés, mais le mystère lui-même, la possibilité qu'il y ait plus là-dehors que nous n'avons jamais imaginé. » Thomas hocha lentement la tête, la compréhension s'installant enfin dans son expression. « Je comprends maintenant, » dit-il, « pourquoi tu as gardé le secret toutes ces années. Il ne s'agit pas de gloire, de découverte, ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit de respect pour des créatures qui ont mérité le droit de vivre leur vie sans notre interférence. » Marcus sentit un poids se soulever de ses épaules, un poids dont il n'avait même pas réalisé qu'il le portait. Le secret était en sécurité. La connaissance qu'il avait portée si longtemps continuerait d'être protégée par quelqu'un qui comprenait son importance. Quoi qu'il arrive après son départ, les créatures de la nature auraient au moins un gardien de plus veillant sur elles. Ils levèrent le camp le lendemain matin et entamèrent le voyage de retour vers la civilisation. En repartant, Marcus prit son temps, savourant ce qu'il savait être peut-être son dernier voyage dans cette contrée sauvage. Chaque arbre, chaque ruisseau, chaque aperçu fugace de la faune était un cadeau, un rappel de la beauté et du mystère qui existait encore dans un monde de plus en plus dominé par l'activité humaine. Au début du sentier, ils chargèrent leur équipement dans le camion et se préparèrent à partir. Mais avant de démarrer le moteur, Thomas se tourna vers son grand-père avec une question dans les yeux. « Et si quelqu'un d'autre les trouve ?» demanda-t-il. « Quelqu'un qui ne comprend pas, qui veut exploiter la découverte. Que se passera-t-il alors ?» Marcus réfléchit attentivement à la question. « Nous ne pouvons rien faire pour empêcher que cela n'arrive, » admit-il. Les gens tombent sur des secrets tout le temps, et tout le monde n'a pas la sagesse ou l'intégrité de protéger ce qu'ils trouvent. Mais je dois croire que les créatures ont survécu si longtemps, et pour une raison. Elles sont intelligentes, Thomas. Plus intelligentes que nous ne le pensons. Elles se cachent des humains depuis des milliers d'années, et elles savent reconnaître les menaces. Si quelqu'un entre sur leur territoire avec de mauvaises intentions, je soupçonne qu'il ne verra jamais rien. Thomas sembla accepter cette réponse, bien que Marcus pût voir que le jeune homme retournait encore la situation dans son esprit. C'était bien, pensa-t-il. Le secret avait besoin de quelqu'un qui le prendrait au sérieux, qui s'inquiéterait de ses implications et travaillerait pour assurer sa protection. Thomas était cette personne. Le trajet de retour fut long, mais paisible. Le paysage passant progressivement de la forêt sauvage aux terres agricoles, puis à la périphérie de la civilisation. Au moment où ils atteignirent la ville où vivait Marcus, la nature sauvage semblait un lointain souvenir, un monde de rêve qui existait quelque part au-delà de la portée des feux de circulation et des centres commerciaux. Mais Marcus savait que c'était réel. Il savait que quelque part là-bas, dans les coins les plus profonds et les plus reculés du continent, les créatures qu'il avait rencontrées continuaient leurs vies anciennes. Elles marchaient dans des forêts qui existaient depuis des millénaires. Elles élevaient leurs petits, transmettaient leurs traditions et surveillaient les humains qui s'aventuraient parfois trop près de leur domaine caché. Et maintenant, quelqu'un d'autre savait. Quelqu'un d'autre porterait le secret, le protégeant pour une autre génération. La nature et ses habitants auraient un gardien qui comprenait la confiance sacrée qui lui avait été accordée. Marcus se tint à sa fenêtre cette nuit-là, regardant les étoiles qui brillaient au-dessus de la ville. Les mêmes étoiles brillaient sur les forêts où vivaient les créatures, reliant son petit coin du monde civilisé à l'immense nature qui s'étendait au-delà. Il leva la main dans un salut silencieux, reconnaissant la dette qu'il avait envers les êtres qui avaient changé sa vie toutes ces années auparavant.
Dans son esprit, il pouvait encore les voir aussi clairement que s'ils se tenaient devant lui. Les formes massives couvertes de fourrure sombre, les yeux intelligents qui semblaient sonder son âme, la grâce et la puissance avec lesquelles il se déplaçait dans leur domaine. Il lui avait fait un cadeau, qu'il le sache ou non. Il lui avait montré que le monde était plus grand, plus étrange et plus merveilleux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et il avait passé le reste de sa vie à essayer d'être digne de ce cadeau. Marcus se détourna de la fenêtre et alla se coucher, le cœur en paix. Le secret était en sécurité, la nature sauvage perdurait. Et quelque part là-bas, dans des forêts qui n'avaient jamais connu le pas de l'humanité, les anciens continuaient leur veille éternelle, observant, attendant et gardant leurs propres secrets dans un monde qui avait largement oublié leur existence. C'était, pensa Marcus en s'endormant, exactement comme il se devait. Le monde avait besoin de ces mystères. Il avait besoin d'endroits où l'inconnu rôdait encore, où les légendes pouvaient être réelles, où les limites du possible n'avaient pas encore été tracées. Et tant qu'il y aurait des gens prêts à protéger ces mystères, prêts à garder les secrets qui devaient être gardés, il y avait de l'espoir qu'une petite partie du monde sauvage survivrait. Marcus rêva cette nuit-là de forêts, de créatures et des vastes mystères insondables de l'existence. Et quand il se réveilla, il souriait. Les années poursuivirent leur marche régulière, chacune éloignant un peu plus Marcus de l'homme plein de vitalité qu'il avait été, et le rapprochant un peu plus de ce qui l'attendait au bout de son voyage. Il avait complètement arrêté la chasse maintenant, se contentant de s'asseoir sur son porche le soir et d'observer les cerfs qui erraient sur sa propriété, s'émerveillant de la grâce et de la beauté de créatures qu'il avait autrefois poursuivies avec une telle détermination. Ses mains, autrefois assez stables pour faire un tir mortel à 400 mètres, tremblaient maintenant légèrement lorsqu'il levait sa tasse de café, mais son esprit restait vif et ses souvenirs clairs. Thomas était devenu un biologiste de la conservation de renom, utilisant son expertise pour plaider en faveur de la protection des zones sauvages à travers le continent. Il ne parle jamais publiquement du secret que son grand-père avait partagé, mais Marcus pouvait voir son influence dans tout ce que le jeune homme faisait. Thomas comprenait que la nature n'était pas simplement une ressource à gérer ou une collection de spécimens à cataloguer. C'était un mystère vivant, plein de merveilles que l'humanité n'avait pas encore imaginées et ne comprendrait peut-être jamais pleinement. Ils parlaient souvent, grand-père et petit-fils, leur conversation allant des détails banals de la vie quotidienne aux questions profondes qui avaient occupé les pensées de Marcus pendant si longtemps. Thomas s'était marié et avait eu ses propres enfants, et Marcus observait avec une satisfaction tranquille une nouvelle génération grandir avec le même amour pour les lieux sauvages qui avaient défini sa propre vie. Il n'avait dit le secret à personne d'autre, n'en avait pas eu besoin. Thomas saurait quand le moment serait venu de le transmettre, tout comme Marcus avait su quand son propre moment était venu. Un soir d'automne, alors que les feuilles à l'extérieur de sa fenêtre flambaient de couleurs et que l'air portait le premier soupçon de l'hiver approchant, Marcus reçut un appel téléphonique qui marquerait le dernier chapitre de sa longue et extraordinaire vie. C'était Thomas, sa voix portant une urgence que Marcus avait rarement entendue de la part de son petit-fils habituellement calme. « Papy, dit Thomas sans préambule, je dois te dire quelque chose d'important. » Marcus s'installa dans son fauteuil, sentant que c'était une conversation qui nécessiterait toute son attention. « Dis-moi, » dit-il simplement. Il y eut une pause à l'autre bout du fil, comme si Thomas rassemblait ses pensées ou peut-être son courage. « J'étais dans la nature la semaine dernière, dit-il finalement, dans la région où, tu sais, où tu as eu ton expérience. J'inspectais une section de forêt ancienne qu'une compagnie forestière veut raser. » Marcus sentit son rythme cardiaque s'accélérer légèrement, bien qu'il gardât sa voix calme. « Continue. »« J'en ai vu un, » dit Thomas, sa voix baissant presque jusqu'à un murmure. « Pas de près, pas comme tu l'as décrit.
C'était de l'autre côté d'une vallée, à peut-être 1 kilomètre. Mais j'avais des jumelles et je l'ai observé pendant près de 10 minutes avant qu'ils ne disparaissent dans les arbres. C'était réel, papy. Tout ce que tu m'as dit, c'était entièrement réel. Marcus ferma les yeux, un sourire se dessinant sur son visage buriné. Il avait toujours cru, bien sûr. Il avait vécu avec le souvenir de sa rencontre pendant des décennies, ne doutant jamais de ce qu'il avait vu. Mais entendre la confirmation de quelqu'un d'autre, savoir qu'une autre génération avait entrevu l'impossible, le remplit d'une joie presque écrasante. « Raconte-moi tout », dit-il. Thomas décrivit son observation avec des détails minutieux, les habitudes d'un scientifique entraîné se combinant à l'émerveillement d'un enfant pour peindre une image vivante. La créature se déplaçait dans une prairie, s'arrêtant de temps en temps pour examiner des plantes ou creuser dans la terre. Elle se mouvait avec la même grâce fluide dont Marcus se souvenait, sa forme massive démentant une conscience presque délicate de son environnement. À un moment donné, elle s'était arrêtée et s'était tournée vers la position de Thomas, comme si elle sentait sa présence même à travers la grande distance qui les séparait. Pendant un long moment, elle était restée là, sa posture ne suggérant ni menace ni peur, simplement une reconnaissance. Puis elle s'était retournée et avait continué son chemin, disparaissant finalement dans la forêt de l'autre côté de la prairie. « Ils m'ont vu », dit Thomas, sa voix pleine d'émerveillement. « Je sais que ça semble fou, mais j'ai l'impression qu'ils m'ont vu et ont décidé que je n'étais pas une menace. Comme s'ils me donnaient la permission d'être là. » « C'est exactement ce qu'ils ont fait, » dit Marcus, certain de la vérité de ses paroles. « Ils nous observent depuis plus longtemps que nous ne pouvons l'imaginer, Thomas. Ils savent qui leur veut du mal et qui respecte leur existence. Tu leur as montré du respect en gardant le secret, en protégeant leur habitat. Ils l'ont reconnu. »« La compagnie forestière, » dit Thomas, sa voix prenant une nouvelle intensité. « Je ne peux pas les laisser raser cette terre. S'ils amènent des engins là-bas, ils commencent à couper ces arbres. Les créatures pourraient être exposées. Les gens pourraient les voir, pourraient essayer de les capturer ou de les tuer. »« Alors tu sais ce que tu as à faire, » répondit Marcus. « Utilise tout ce que tu as appris, chaque outil à ta disposition. Protège cette terre. Pas seulement pour les chouettes tachetées ou les saumons ou quelle que soit l'espèce en voie de disparition que la réglementation est censée sauver. Protège-la pour eux, pour les êtres que personne ne connaît, ceux dont l'existence est si importante qu'elle doit rester cachée. » Thomas resta silencieux un moment, et quand il parla à nouveau, sa voix était stable et déterminée. « Je le ferai, papy. Je trouverai un moyen. » Marcus le crut. Il avait vu la même détermination dans ses propres yeux, toutes ces années auparavant, quand lui et Daniel avaient pris leur décision de garder le secret. Le flambeau était passé à une nouvelle génération, et il était entre de bonnes mains. Ils parlèrent encore un moment, partageant des souvenirs et planifiant l'avenir. Thomas promit de venir bientôt, d'amener ses enfants rencontrer leur arrière-grand-père et de passer du temps dans la nature qui avait façonné l'histoire de leur famille. Marcus attendait ces visites avec l'impatience d'un homme qui comprenait que son temps était compté et voulait profiter au maximum de ce qui restait. Après s'être dit au revoir, Marcus resta assis dans l'obscurité grandissante de son salon, pensant à tout ce qui s'était passé depuis ce funeste voyage de chasse tant de décennies auparavant. Il pensa à Daniel, son guide et ami, qui avait partagé l'expérience et gardé le secret jusqu'à son dernier souffle. Il pensa aux créatures elles-mêmes, ces êtres magnifiques qui lui avaient montré un aperçu d'un monde au-delà de la compréhension humaine. Et il pensa à l'avenir, aux générations à venir, qui hériteraient à la fois de la nature sauvage et de ses secrets. Le monde changeait, il le savait. Les forêts rétrécissaient, les lieux sauvages se faisant de plus en plus rares et petits chaque année. Mais tant qu'il y aurait des gens comme Thomas, des gens qui comprenaient la valeur du mystère et l'importance de laisser certaines choses non découvertes, il y avait de l'espoir.
Les créatures de la nature avaient survécu pendant des milliers d'années. Avec la bonne protection, elles pourraient survivre des milliers d'années de plus. Marcus se leva de son fauteuil et se dirigea vers la fenêtre, regardant les étoiles qui brillaient dans le ciel clair d'automne. C'étaient les mêmes étoiles qui avaient brillé sur lui pendant ces jours terrifiants et merveilleux dans la nature, les mêmes étoiles qui continueraient de briller longtemps après son départ. Il leva la main dans un dernier salut aux créatures qui avaient changé sa vie, à la nature qui lui avait tant donné, au mystère qu'il avait passé ces dernières années à protéger. « Merci » murmura-t-il dans l'obscurité. « Merci de m'avoir montré la vérité. » Quelque part dans les forêts les plus profondes et les plus reculées du nord-ouest du Pacifique, quelque chose s'agita. Peut-être n'était-ce que le vent, bruissant dans les arbres centenaires. Peut-être était-ce un animal, vacant à sa routine nocturne, ou peut-être était-ce tout autre chose, quelque chose qui avait observé et attendu depuis plus longtemps que la mémoire humaine ne pouvait remonter. La nature gardait ses secrets, comme elle l'avait toujours fait et le ferait toujours. Et dans les maisons, les bureaux et les universités à travers le pays, les gens vaquaient à leurs occupations, ne sachant jamais à quel point ils frôlaient un monde qui existait parallèlement au leur, caché à la vue de tous et gardé par ceux qui comprenaient la valeur de ce qui restait inconnu. Marcus mourut paisiblement dans son sommeil 3 mois plus tard, une nuit où les premières neiges de l'hiver recouvraient le monde de blanc. Sa famille se réunit pour se souvenir de lui, partageant des histoires de ses aventures et s'émerveillant de la vie qu'il avait menée. Il ne savait rien de la plus grande aventure de toutes, le secret qu'il avait emporté avec lui dans la tombe. Mais Thomas savait, et Thomas se souviendrait. Lors de la cérémonie commémorative, tenue dans une petite chapelle entourée des arbres que Marcus avait tant aimés, son petit-fils se leva pour parler. Il parle de l'amour de son grand-père pour la nature, de son respect pour la faune, de sa détermination à protéger les lieux sauvages qui subsistaient. Il ne mentionna pas les créatures de la forêt, ne fit aucune allusion aux secrets qu'il partageait. Mais dans ses yeux, il y avait une connaissance qui allait au-delà des mots, un engagement qui durerait toute une vie. Après la cérémonie, Thomas se tint seul près de la tombe, regardant les montagnes qui se dressaient au loin. Quelque part, au-delà de ces sommets, dans des vallées qu'aucune route n'avait jamais atteintes, les anciens continuaient leur veille sans fin. Ils ne sauraient jamais que l'un de leurs plus grands gardiens était décédé. Ils ne comprendraient jamais la dette qu'ils avaient envers un homme qui avait entrevu leur monde et choisi de le protéger. Mais Thomas savait, et Thomas se souviendrait. Il leva la main dans le même salut que son grand-père avait fait tant de fois, reconnaissant le lien qui les unissait tous. Humains et créatures, connus et inconnus, les vivants et les morts. Ils faisaient tous partie de la même grande tapisserie, des fils tissés ensemble en des motifs trop complexes pour qu'un seul esprit puisse les comprendre. « Repose en paix, papy », murmura Thomas. « Le secret est en sécurité. » Et quelque part dans la nature, porté par un vent qui soufflait de lieux qu'aucun humain n'avait jamais vus, un son résonna à travers les arbres. Ça aurait pu être le cri d'une chouette ou le hurlement d'un loup lointain. Ça aurait pu n'être rien du tout, juste un tour de l'imagination. Ou cela aurait pu être tout autre chose, une reconnaissance, un adieu, une promesse que les mystères de la nature perdureraient aussi longtemps qu'il y aurait des cœurs assez courageux pour les garder. La nature gardait ses secrets, et les gardiens du secret gardaient la foi.